Dans cette vidéo, vous verrez les moments importants de la Révolution française et de l'Empire, et le tout en moins de 5 minutes. Avant la Révolution, la France connaît une période économique difficile. Les caisses de l'État sont vides à cause des dépenses du roi, mais surtout à cause de plusieurs guerres auxquelles a participé la France. En 1788, les récoltes sont catastrophiques, à cause des gelées printanières et des orages de juillet. Le prix du pain explose. Rien ne va plus dans le royaume. Partout, on assiste à des pillages et à des révoltes liées à la misère. Le 4 juillet 1776, les 13 colonies anglaises d'Amérique proclament leur indépendance. Soutenues par la France contre les Anglais, elles créent les États-Unis d'Amérique, une république qui se donne une constitution inspirée des Lumières. Cet événement diffuse un idéal démocratique en Europe et surtout en France. Pour régler la situation et surtout pour trouver de l'argent, le roi convoque les États généraux. C'est une réunion qui regroupe les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Dans toutes les provinces circulent des cahiers de doléances dans lesquels la population écrit ses revendications et ses besoins. Une des revendications du tiers-état est que l'impôt s'applique à tous, y compris à la noblesse et au clergé. Le 5 mai 1789, les représentants des trois ordres se rendent à Versailles où s'ouvrent les États généraux. On y vote par ordre, c'est-à-dire que chaque ordre représente une voix. Les députés du tiers-état comprennent vite que leur voix n'aura que peu de poids face aux deux autres ordres. Le 20 juin 1789, les députés du tiers-état, déçus, quittent la salle de réunion et se rendent à la salle du jeu de paume. Ils prêtent serment, celui de ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. Ils se déclarent Assemblée nationale car ils pensent que c'est bien eux qui représentent la nation et non pas le roi. Le pouvoir royal se sent menacé par le peuple. Louis XVI décide alors de masser les troupes aux portes de Paris. Le 14 juillet 1789, les Parisiens se révoltent et prennent la Bastille. Ce qu'ils veulent, ce sont des balles, des fusils et les 120 barils de poudre entreposés dans les sous-sols. La prise de la Bastille reste un symbole de la fin de la toute-puissance du roi. Pendant ce temps, dans les campagnes, c'est la grande peur. Les paysans révoltés menacent les châteaux des nobles et brûlent leurs titres de propriété. On pille les abbayes, on massacre. Les nobles commencent à quitter la France. Sous la pression, dans la nuit du 4 août 1789, les députés votent l'abolition des privilèges. Désormais, tout le monde est soumis aux mêmes lois et à les mêmes droits. Le temps passé n'est plus. En 1778, aux États-Unis, la déclaration d'indépendance était précédée d'un Bill of Rights, une liste des droits. On lit et relit tout cela, on rédige puis on adopte le 26 août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article le plus célèbre dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et les femmes dans tout ça? Elles réclament du pain, et elles vont aller le chercher, le boulanger, le roi Louis XVI, toujours à Versailles. En réalité, tout le monde souhaite que le roi de France se tienne enfin au milieu de son peuple, à Paris. 6000 Parisiennes partent le chercher le 5 octobre 1789 et l'installent lui et sa famille aux Tuileries, à Paris. Le roi finit par accepter la Constitution. La France devient une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle les pouvoirs du roi sont limités. Le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, une grande fête est organisée à Paris. Une foule acclame le roi qui jure à contre-cœur fidélité à la nation. La Révolution est donc terminée? Eh non, car le roi tente de s'enfuir en juin 1791 à l'étranger, en secret, pour rallier les monarchies étrangères qui le soutiennent, et rétablir ensuite son pouvoir par la force. Il est arrêté à Varennes le 21 juin avec sa femme et son fils. Désormais, plus personne ne lui fait confiance. Suite à sa tentative de fuite, le roi est soupçonné de soutenir les ennemis qui veulent envahir la France. Le 21 septembre 1792, la royauté est abolie, et le 22 septembre, la République est proclamée. On décide que le roi sera jugé devant la nouvelle Assemblée. Il est condamné à mort à 361 voix contre 360. Le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné devant une foule nombreuse. La mort du roi ne résout rien, bien au contraire, elle provoque la colère des monarchies européennes contre la France. Les partisans de la République menés par Robespierre se sentent menacés par leurs opposants, à l'intérieur comme à l'extérieur, et vont durcir les lois. Chacun peut être soupçonné d'être contre la Révolution, et guillotiné, c'est la terreur. Un jeune général victorieux sur les champs de bataille vient mettre fin à cette période de trouble, c'est Napoléon Bonaparte. Le 9 et 10 novembre 1799, Bonaparte s'empare du pouvoir par la force, c'est un coup d'État. Il est alors premier consul, puis consul à vie en 1802. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré Napoléon Ier, empereur des Français. Le peuple a d'ailleurs été consulté. 3 500 000 Français ont dit oui au sacre. Au cours de la cérémonie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, Napoléon se lève et place lui-même sur sa tête sa couronne. Ensuite, il tourne le dos au pape et couronne Joséphine, son épouse.